Bonsoir, bienvenue à tous pour un arrêt sur image spécial au cours duquel, en votre compagnie, Pierre Bourdieu, nous relirons les images de la grève l'an dernier à la télévision. La télévision peut-elle parler honnêtement des conflits sociaux? Bonsoir Pierre Bourdieu. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Alors, on va signaler tout de suite que vous avez pris parti en suiveur du mouvement de grève de décembre dernier. Également que vous avez été très critique sur la manière dont la télévision a rendu compte de ces conflits. Nous allons nous pencher sur le traitement de la grève par les magazines de télé qui sont censés aller davantage en profondeur sur le problème. Nous avons invité Jean-Marie Cavada, bonsoir. Vous n'êtes pas ici comme président de la 5e, mais que ce soit clair. Que ce soit clair d'entrée, mais comme producteur animateur de la marche du siècle sur France 3. Invité également Guillaume Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste sur LCI, oui. Mais nous parlerons ici de votre émission de TF1 LNI. Alors deux petites questions d'abord, Pierre Bourdieu. Vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur la grève de décembre dernier. Pour quelle raison ? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Je pense que il y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien, et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Et je pense que les conditions dans lesquelles j'aurais pu être amené à parler étaient telles que je n'avais pas envie de prendre la parole. Voilà. Est-ce que la distance, le fait de laisser passer un peu de temps vis-à-vis des événements était important pour vous également ? Oui, oui et non. Oui, je pense que très souvent on ne peut pas analyser chaud. Je pense que il faut un certain recul, même si on peut avoir une anticipation, on peut avoir des hypothèses sur le sens. Par exemple, il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation, et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement, pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est devant une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer. On a beaucoup de difficultés à le communiquer, et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Alors, et pourtant on y est ce soir, et pourtant on va y parler de la télévision, dont vous venez d'énoncer une belle série de paradoxes, là qu'on va s'attacher à décrypter les uns après les autres tout au long de cette émission. Vous avez dit que quand des gens parlaient du mouvement social à la télé, c'était des gens qui ne le connaissaient pas. C'est vrai le plus souvent. Et pourtant, une des manières qu'ont les journaux télévisés d'accorder la parole aux gens de la rue, et ça s'est de plus en plus développé dans les dernières années, c'est le micro-trottoir. On descend dans la rue et on interroge les gens au hasard. Alors, puisque tout le monde le fait dans les journaux télévisés, pourquoi pas nous? Et puisque la question d'aujourd'hui, c'est la télévision a-t-elle bien parlé des grèves? Eh bien, nous avons fait un micro-trottoir pour essayer de savoir si la télévision avait bien parlé des grèves. Ça et peut-être Carrior. Hein. Attendez le résultat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont la télévision a reflété le mouvement de grève au mois de décembre? Je trouve qu'elle a fait bien son travail, correctement, d'une façon objective et impartiale. Elle a donné la parole à tout le monde. C'est exactement ce qui se passait, tout le monde a eu droit à la parole, ouais. Absolument, et je pense qu'on a quand même relativement bien montré ce que représentaient les difficultés de se transporter dans Paris pendant un mois, pendant cette période de grève. Ah ouais, ils ont bien parlé, même à la télé, même à la radio. Hein, ils ont bien reflété la situation. Ah ouais, ils ont tout fait dans le détail. Hein. Ils n'ont pas donné plus la parole aux grévistes ou aux usagers, par exemple? Faut pas chinoiser, faut pas voir la petite bête, hein. Ça irait loin. Donc tout a été bien.
Voilà, ils sont tous d'accord, la télé a été irréprochable. Même si on veut, on peut aussi faire dire aux gens de la rue que c'était télégrève. La télévision a beaucoup manipulé les grèves. C'est-à-dire? Elle était très influençable, elle était très néfaste. Elle n'a pas donné l'image de ce que les Français pensaient en général. Qui elle a avantagé pour vous? Elle a avantagé les grévistes. Tous les gens qu'on voyait à la télé encourageaient les grévistes et tout ça, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y en a la 3/4 qui devaient pester pour le matin aller au travail. Chaque fois, on demandait est-ce que vous trouvez un côté positif aux grèves? Mais ça veut pas être ça, on a plutôt tendance à répondre bah écoutez, ouais, les gens sont sympas, ils prennent en stop. S'ils avaient demandé est-ce que les grèves vous apportent des inconvénients, les gens auraient peut-être répondu oui, moi pour mon transport c'est beaucoup plus dur. Mais on a plus parlé des bateaux-mouches, des gens qui étaient contents de prendre les bateaux-mouches plutôt que du fait que bon bah ça emmerdait tout le monde. Alors, rassurez-vous, il est également très facile à la télévision de monter un micro-trottoir démontrant exactement le contraire. Et d'ailleurs, on l'a fait. Est-ce que vous trouvez que la télévision a bien parlé des grèves? Non. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus sur le terrain auprès des grévistes. Elle ne l'a pas fait et ça c'est regrettable. De toute façon, si on veut vraiment des informations, c'est pas la télé qu'il faut y aller, il faut aller sur le terrain. La télé non, ils font du nombrilisme et c'est tout. Et au niveau de certaines émissions, entre autres sur France 2 avec Monsieur Bilalian, c'était assez particulier la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que c'était soi-disant pour expliquer les grèves et ils ont donné la parole à tout le monde sauf aux grévistes. C'était un coup tel ministre, un coup tel consultant, un coup tel sociologue. Et il y a une des remarques des grévistes qui était très juste à ce niveau-là, c'était oui, vous êtes dans un salon parisien. Et il y avait une réaction qui était détestable, enfin bon. Pour moi, la grève, elle était plus agitée que de ce qu'ils en ont parlé. Hein. Voilà, alors un petit exercice facétieux en guise de démarrage pour bien montrer qu'avec du montage, on fait dire ce qu'on veut, à qui on veut, comme on veut. Quelques méditations. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ces petits montages, effectivement, c'est que ces réactions dans tous les sens par rapport à des images qui leur étaient montrées, qui étaient souvent les mêmes images. Je parle pas des micro-trottoirs qui effectivement n'importe quoi, mais je parle d'images, par exemple, de Vianney, d'interviews d'un ministre chargé d'un dossier. C'est vrai que ces images, les gens ne les voyaient pas, et dans la rue, et dans mon entourage, et dans la presse de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui regardaient un journal télévisé, vous lisiez Libération le lendemain, on vous disait ce journal télévisé est un journal qui, au fond, d'une manière subconsciente, est en train d'être un appel à l'arrêt de la grève. Et puis dans un autre journal, qui est un journal, disons, moins à gauche, donc par définition plus à droite, on vous disait exactement le contraire, c'est-à-dire on disait Durand, il reçoit Vianney et Blondel, et c'est un appel un appel à ça. Donc c'est vrai qu'on a la même image, et en fait on se rend compte, mais c'est assez banal, que l'interprétation politique que tous les gens ont de la vie sociale, il la retranscrite, quelle que soit l'image qu'on leur montre. Alors, c'est peut-être qu'on sera amené à préciser tout au long de cette émission. Pierre Bourdieu, donc, on va maintenant passer en vue la plupart des grandes émissions consacrées à la grève tout au long des mois de novembre et décembre. La première dont vous avez choisi de parler, c'est La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada, ici présent. Pourquoi ce choix? D'abord, je voudrais dire que, au fond, ce qui m'intéresse n'est pas tellement le cas particulier de la grève, parce qu'il est facile d'opposer, de relativiser, tout ça pour conclure à l'objectivité des journalistes, enfin, qui est donné comme postulat initial. Oui, mais l'honnêteté ne suffit pas. Les inconscients sont aussi très puissants. Mon intérêt, puisque je viens d'une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision. Mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je vais parler de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc je suis résigné, mais je pense néanmoins que à propos de ce cas, on peut voir des choses très générales. Bon, c'est-à-dire que ce qui se passe en période de crise, en période critique, c'est que simplement plus de gens sont plus attentifs à ce qui peut aller mal dans la télévision. Mais ces choses-là sont là tous les jours. Elles sont là dans un journal de 20 heures, elles sont là dans un petit reportage, etc., etc. Et les choses que je voudrais repérer sont des infiniment petits, des petites choses qui passent inaperçues. Alors on peut aller depuis les choses les plus visibles. Je pense par exemple au rôle du présentateur, sa manière de poser ses questions, son ton plus ou moins péremptoire, plus ou moins arrogant, parce qu'il arrive qu'il soit très arrogant, le fait qu'il pose des questions souvent extrêmement naïves, du genre faut-il brûler les élites, tout en s'excluant a priori de l'élite, etc. Bon, tout ça, c'est qu'il y a, je pense, c'est ce que tout le monde voit. Et puis il faudrait, si on pouvait, descendre
vers des choses beaucoup plus invisibles. Et je ne sais pas si on aura le temps. On va le faire. On va le faire. Le problème de la télévision, c'est qu'on n'a jamais le temps. Le propre de la télévision, c'est que c'est, mais comme un article écrit d'ailleurs, c'est limité en temps. Faut-il brûler les élites? C'était une émission de Guillaume Durand, mais la question n'était pas naïve. Je sais où je me situe. On y reviendra. On y reviendra à la fin. On va peut-être, alors, dans deux choix essentiels, elle a mis Guillaume Durand, la marche du siècle de Cavada. On va commencer par la marche du siècle. Alors, pourquoi la marche du siècle? Je repose ma question. Parce que, pour parler franchement, je pense qu'on y voyait, sous une forme plus subtile que dans les autres, la plupart des effets pervers qu'on observe dans les autres. C'est-à-dire que les choses étaient faites de manière particulièrement habile, et c'est un hommage, mais un hommage à double tranchant. J'en suis pas sûr du tout. Mais de manière plus subtile, mais donc avec plus de chance d'exercer une espèce de violence douce, enfin celle qui consiste à faire violence aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, on va regarder un premier échantillon. C'est donc un échantillon des questions du présentateur Jean-Marie Cavada quand il s'adresse aux grévistes qui sont sur son plateau. Alors, c'est pas une solution franco-française. Monsieur, qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'il y a deux choses assez contradictoires, c'est pourquoi les réformes bloquent. Il y a d'une part notre tradition historique du service public, que je ne confonds pas avec les entreprises publiques, et puis il y a d'autre part les évolutions qui nous sont réclamées par l'Europe si jamais nous voulons y continuer à y jouer un rôle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut adapter et comment? Écoutez, je cite souvent Monsieur de la Martinière, parce que qu'est-ce que l'on a à y gagner? Alors, je n'ai toujours pas compris où est votre idée de réforme, Monsieur Gaillard. Eh bien, notre réforme, écoutez, alors c'est simple dans la fonction publique. Je vais parler de la fonction publique stricto sensu. Depuis le temps qu'on leur explique que la modernisation, c'est la réduction de leur rémunération, c'est la réduction des effectifs, Vous ne me dites etc. toujours pas, Monsieur Gaillard, ça c'est très clair en effet, mais vous ne me dites toujours pas quelle réforme vous souhaitez pour les services publics, notamment ceux auxquels vous appartenez ou ceux de vos mandants. Écoutez, c'est simple. Réformer, tout le monde en est à peu près d'accord, mais on l'invoque. Pour reprendre la phrase du général de Gaulle, ça ressemble quand même un peu à des sauts de cabri, puisque tout le monde dit d'accord pour la réforme, dès qu'une se met en route, ou la méthode n'est pas bonne, ou elle vise à côté. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comme réforme? Mais c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Alors, pourquoi ce montage? Parce que je pense que c'est un exemple assez typique de ce qui se fait très communément et qui se voit là de manière particulièrement aiguë, c'est-à-dire que la personne interrogée est invitée à parler et en fait elle est sur la sellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Par exemple, le travail du sociologue consiste à questionner de telle manière que la personne ne se sente pas mise en question, qu'elle se sente en confiance, qu'elle puisse s'exprimer. Là, il y a une sommation à comparaître. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons ces questions, on met M. Perfit à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada, dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser, soyez précisés. Quelle réforme proposez-vous? Faisons un jeu de rôle. Faisons un jeu de rôle. Est-ce qu'on parlerait comme ça? Et ça, je suis certain que non. La réponse est oui. Non, je suis certain que non. Laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant, l'intéressé n'a rien à répondre parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu pour lui rappeler un fait et deuxièmement lui délivrer une considération. Le fait, c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle dans une formule un peu particulière, puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère, où vous venez d'écrire votre enquête, avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. Oui, c'est vrai, mais La deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin, et je voudrais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est, à mes yeux, en effet un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille au fond sur le fond des choses peut donner un certain nombre de directions qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Si c'est pas utile, ça ne sert à rien. Alors j'attends. Guillaume Durand, vous interrogez... Est-ce que je peux dire un mot là? Bon, c'est tout à fait anecdotique et je ne pensais pas dire ce que je vais dire. Il se trouve que le lendemain même du jour où j'étais passé à la marche du siècle, j'étais retourné dans mon Béarn natal et j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain d'enfance qui m'a dit est-ce que tu vas inaugurer une salle polyvalente anecdotique? Et puis il m'a dit tu étais à la télé hier. Et Cavada t'a coupé à toutes tes questions. Il t'a pas laissé finir une seule fois ce que tu disais, ce dont je n'avais eu aucune conscience. J'ai revu. Faut croire que nous deux ensemble sommes moins bons paysans que votre ami paysan. Alors j'ai revu. Attendez, mais c'est important. Laissez-moi conclure. Ça ne venait pas d'un directeur de la télé. Ça venait d'un type de base. Au nom de qui
on est porté à couper Bourdieu. Parce qu'on dit, professeur au Collège de France, il va être compliqué, il va être confus, personne ne comprendra rien, etc. Or, il n'était pas seul, tous les autres ont approuvé. Il est vrai qu'il m'accordait particulièrement parce que j'étais leur compatriote, je suis du pays, etc. Mais il reprochait donc à la télévision, en votre personne, à travers votre personne, de ne m'avoir pas donné occasion d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire. Bon, alors, et je pense que... Si c'est tout à fait illustratif, moi je veux dire un mot sur ce sujet. D'abord, M. Bourdieu m'apprend quelque chose. Je vais regarder la bande d'ailleurs, parce que j'en avais gardé au contraire le souvenir, et je ne suis pas le seul en plus, donc il y a quelque chose qui colle pas, que nous vous avions aidé quasiment soit à démarrer, soit à terminer certaines de vos interventions, puisqu'en fait, de toute façon, il n'y avait pas de débat. Nous n'étions pressés par rien d'autre que le fait de vous partager équitablement, ou à peu près, ça m'était d'ailleurs un peu indifférent, chacun prenait la place qu'il voulait, 1 heure, 1/4 de temps divisé par 2 personnes. Ça laisse tout de même le temps de causer si on a envie de parler. Donc, j'ai pas le souvenir de vous avoir interrompu. Je regarderai ça parce que je voudrais mettre votre doigt, qui m'est précieux, parce que c'est un doigt d'intelligence. Sommes-nous sur des problèmes de forme que vous ne maîtrisez pas, ou c'est des problèmes de fond que vous ne voulez pas voir traités dans ce média? Non, juste un mot pour ça. Moi, ce qui me fait problème, la conjoncture anecdotique, le fait qu'il s'agisse de moi, c'est la plus importante, c'est les présupposés au nom desquels on se croit obligé de couper. Bon, j'ai entendu à la radio il y a 2 jours Pivot disant je viendrai entendre un entretien que j'avais fait avec Mitterrand. Il a fait un tunnel de 3 minutes. Ça serait impossible aujourd'hui à la télévision. On l'aurait coupé avant. Autrement dit, il y a une philosophie implicite, enfin, dans la tête, je pense, de gens de télévision, qu'il est impossible qu'un personnage comme Bourdieu, mais il y en a des masses d'autres, soit entendu plus de 30 secondes par un citoyen de base. Or, c'est faux. C'est faux. Et j'espère que cette émission en fera la démonstration. Alors, je suis non seulement d'accord avec vous, mais pour ce qui concerne, puisqu'on parlait de Cavada et de son orientation professionnelle, moi j'ai même choisi d'aller travailler sur une chaîne câblée où on avait le temps de discuter avec des hommes politiques et pas simplement d'avoir des entretiens de commissariat de police avec eux, puisqu'on parle pendant pratiquement 25 minutes ou 30 minutes tous les jours. Vous n'y êtes pas seulement, vous êtes aussi sur TF1. Et là, on va parler de notre émission de TF1. Oui, mais je ne peux pas simplement être convoqué au nom de TF1 parce que je suis un seul et même personnage. Et justement, j'ai diversifié mon attitude professionnelle à cause justement de cette revendication du temps, de la profondeur. Donc, point numéro 1. Le point numéro 2, je vais faire comme Jean-Marie, non pas assaut de flatterie, mais il est évident que tous les gens du monde journalistique souffrent de la coupure qui peut exister entre nous, les intellectuels, parce qu'effectivement, on le sait historiquement en France, les intellectuels n'ont pas une grande révérence pour la télévision, et cette absence de... C'est pas pour bonne raison. D'accord, et c'est tout à fait justifié, parce que c'est là que je voulais terminer, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le même travail, je veux dire. Vous auriez été content, comme homme de gauche, parce que je suppose que vous êtes un homme de gauche, puisque vous étiez du côté réaliste, qu'à un certain moment, des gens de la télévision puissent interviewer, disons d'une manière un petit peu plus nerveuse, Valéry Giscard d'Estaing à l'époque où il était au pouvoir. Vous l'aurez, soyons honnêtes entre nous. Donc si vous voulez, tout dépend du problème qui consiste à savoir qui on a en face. C'est vrai qu'on ne s'oublie pas. Vous êtes sociologue, vous êtes un scientifique, mais vous aimez au sens humain la souffrance ouvrière parce que ça vous paraît quelque chose de très important. Et à partir du moment où vous ne voyez très important que dans l'histoire de l'humanité. Alors, moi, ça me paraît important. Je pense. Mais quand vous êtes face à eux, il est évident que vous jugez celui qui est en face au nom de l'amour de ceux que vous voyez. Et effectivement, on n'en sort pas de ce problème-là. Nous, on a un mal fou avec Cavada, les autres, ou avec Daniel, ou avec Pascal. On a un mal fou à donner cette image d'honnêteté, certainement, mais d'objectivité absolue qui nous permettrait d'avoir le même traitement pour un artiste, un président de la République. Je voudrais quand même qu'on essaye de voir quelques images. Oui, alors vous parliez de coupures à l'instant, il y a aussi l'affaire des coupures de pub. Pardonnez-moi, Pierre Bourdieu, vous avez choisi également un extrait de l'émission de Guillaume Durand, ici présent, sur TF1 et LMI, sur le thème, nous l'évoquions tout à l'heure, faut-il brûler les élites? On regarde. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que socialement, et après on marquera une pause avant de réouvrir le débat avec nos invités qui sont ici, est-ce que socialement le recrutement de l'ENA est démocratique? Le recrutement de l'ENA a besoin de s'élargir, ça c'est tout à fait clair, non seulement en ce qui concerne les origines sociaux des professionnels des élèves, mais également en ce qui concerne les matières sur lesquelles ils sont interrogés et les matières sur lesquelles porte le concours. Merci mille fois, on se retrouve dans un instant, donc après une pause de publicité avec tous nos invités. Alors même question, pourquoi cet extrait-là ?
parce qu'il me paraît assez significatif. On pose une question très importante, on a un début de commencement de réponse et on passe à la pub. Et quand on revient, on est tout à fait sur autre chose. Bon, c'est-à-dire on touchait Attendez. Non, on touchait à un des problèmes centraux qui avait été esquivé, puisque les gens qui étaient là sur le plateau avaient tous en commun d'être de l'ENA, enfin, avec des propriétés secondaires, mais très très secondaires, comme le fait plutôt au Parti Socialiste, etc., au nom de l'objectivité. On touchait à quelque chose de très important, sur quoi il faudrait réfléchir, c'est-à-dire un des fondements sociaux de la coupure sociale, le fait que ces gens, spontanément, ne sont pas branchés sur les problèmes qui sont en cours. Or, la pub est là. En d'autres cas, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, je ne parle pas de la logique de la dénonciation, de la culpabilisation. Je pense que malheureusement, les agents sociaux, enfin vous, X, Y, sont plus victimes que coupables. Bon, je pense que les mécanismes qui agissent sur vous, c'est du type des présupposés que vous avez sur la situation, des présupposés que vous avez sur la personne qui est en face de vous, non pas des préjugés politiques, beaucoup plus profonds que ça. Cet homme-là ne peut pas dire des choses simples, ou bien la contrainte de l'audimat, l'urgence, le fait qu'il faut passer la pub, etc. Et toutes ces choses qui sont dans la structure du médium sont insérés dans les inconscients, et ça va de soi. Bon, je prends un exemple très vite, parce que là j'ai des choses très mauvaises et très vagues. Pourquoi, par exemple, imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire, on estime que c'est important. Bon, il est exclu qu'on lui donne la parole, parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat, attendez, c'est important, on a l'image du débat, qui est en fait la forme soft, l'image du catch. L'ange blanc et le bourreau de Béthune, enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie, et s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Je l'ai accepté. Et nous, on l'a accepté grâce à vous. Alors, on a envie de venir parler avec vous. Je veux dire, personne n'a envie de rester dans un système qui soit un système d'allergie mutuelle permanente, parce qu'on n'en sortira pas. Et moi, j'ai autant de questions à vous poser. Vous m'en posez sur la télévision, ou à Jean-Marie, ou à Daniel, ou à Pascal, mais moi, j'en ai autant à vous poser sur le rôle des intellectuels ces 15 dernières années par rapport à la gauche, et autant de questions à vous poser sur le rôle que la gauche a eu par rapport à cette question sociale, en tout cas pendant le dernier septennat de François Mitterrand. Donc je ne suis pas sûr que la télévision soit l'allergie majeure du pays. Il y a dans le domaine de la question sociale un certain nombre de responsabilités qui passent par la télévision. Je voudrais quand même dire quelque chose, parce que là j'ai été mis en cause comme organisateur de ce débat. Quand je vous ai proposé le principe de la contradiction, vous l'avez trouvé plutôt positif, quoi. Vous étiez plutôt d'accord. Parce que c'est la carte forcée. En fait, je peux vous dire, vraiment, alors ça paraît étonnant, je n'avais aucune envie de venir ici, et j'y viens. Bon, ça paraît donc finalement, il y a avec nous qui avions envie de venir vous voir. Non, mais je le dis absolument sans insolence. Moi, je voudrais dire un mot, c'est permis, Daniel. C'est toujours important. Voilà encore un présupposé que la plupart des gens de télévision ont dans l'esprit, c'est que quiconque vient à la télévision est heureux de venir, et qu'on est en danger de lui servir la soupe. Non, alors là, vous ne connaissez pas la télévision, M. Bourdieu. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par la propre expérience que j'ai de votre fréquentation, on tombe de haut si on a ce présupposé. D'accord. On vous appelle, vous êtes quelqu'un qui ne vous déplacez que si vous estimez être en situation de pouvoir prolonger d'une manière ou d'une autre votre œuvre, votre travail. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose qui s'adresse au même niveau que votre réflexion, sans en atteindre probablement la pertinence. Nous sommes dans un pays qui est ossifié, dangereusement, à mon avis, menacé par le fait que les idées ne se comparent, ni ne s'analysent, ni ne se confrontent. La télévision ne peut pas faire le rôle des livres, mais elle peut jouer un rôle dans la confrontation. La confrontation, pour moi, c'est pas le cirque. Je suis depuis presque 10 ans critiqué pour la lenteur, mon côté probablement même ringard, d'une émission qui s'appelle en effet La Marche, et sur laquelle vous avez fait des observations, à mon avis d'ailleurs justifiées, parce que c'est le système que vous relevez. Mais si vous refusez le débat d'idées, qui comprendra vos idées? Qui comprendra si vous avez raison ou tort? Et si les formes que nous proposons ne sont pas les bonnes, pourquoi donc? Pourquoi donc? L'idée, c'est plus important que la télévision. Vous dites les gens de télévision. Moi, je ne suis pas un homme de télévision. Je suis à la télévision, j'ajoute aujourd'hui. Pour faire quelque chose qui est plus important que la télé, c'est ce qu'on dit, qu'on fait ou ce qu'on montre dedans.
Pourquoi n'adapterait-on pas, à votre demande, une forme pour avoir le cadre de ce que vous avez à dire? Oui, c'est possible. Au fond, alors là, je suis ravi parce qu'on a été plus vite que ce que j'ai fait avec vous il y a 2 ans et demi quand vous avez publié votre grande enquête sur la misère. Est-ce que il n'y a pas à mettre en chantier, en négociation, en discussion, l'élaboration de conditions dans lesquelles on pourrait faire ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Moi, je n'ai absolument pas... Je suis pas une position de confrontation. Mais pardonnez-moi, mais... Ah non, je ne défends pas la marche. Non, je ne suis pas en position de confrontation. Je pense qu'un des problèmes majeurs qui se pose et à la démocratie et à la recherche, c'est l'instauration de lieux où on puisse discuter dans des conditions telles que la discussion soit rationnelle. Bon. Or, je peux dire que dans l'état actuel, il n'y a pratiquement pas de situation à la télévision qui soit de ce type. Alors, comment peut-on les créer? Est-ce que nous avons, en unissant nos forces, est-ce que nous arriverions auprès des directions, des responsables, etc., à faire advenir des choses comme ça? Alors ça serait une contribution énorme à la vie intellectuelle française et à la vie intellectuelle tout court. Ça je peux vous dire. En tout cas, ce que je constate, c'est que s'il y a match de catch, il reste pour l'instant assez courtois. Je voudrais pas que LMI passe à la trappe. Là, l'extrait qu'on vient de voir sur la coupure pub, qu'est-ce que vous avez... C'est la pub, évidemment. Ouais. Mais on ne peut pas, comment dirais-je, j'ai tellement de questions posées. Et de remarques, des choses qui... Il y a des tas de gens que je connais, artistes par exemple, pour qui la télévision n'est pas une nécessité du tout, et ils s'en portent très bien. Et des œuvres majeures sur le plan littéraire, sur le plan artistique, se font totalement en marge de la télévision et avec un bonheur extrême. Le problème que pose la réflexion sociologique ou historique par rapport à la télévision, c'est que c'est quand même une connaissance qu'on aimerait bien avoir parce qu'elle concerne notre vie à tous, nous tous, ou en tout cas pouvoir tous participer à ça. Donc votre travail à vous, là où effectivement il aboutit à la revendication d'une chaîne de télévision où on puisse réfléchir, c'est qu'il concerne l'ensemble de la société française, il ne concerne pas forcément l'itinéraire d'un artiste, d'un écrivain qui se fiche totalement de savoir s'il passe ou il passe pas à la télévision. Dans ce qu'a dit Pierre Bourdieu, pardon de vous interrompre, parce que ça c'est vraiment très intéressant, je trouve. C'est le fait qu'au fond, nous avons besoin de la collaboration d'un certain nombre d'intellectuels qui aujourd'hui refusent la télévision pour des raisons de forme. Ce que je comprends, j'en connais d'ailleurs une bonne demi-douzaine comme vous, qui s'y montrent rarement, et j'en connais même un, M. Kundera, qui n'y va jamais. Mais pourquoi? Parce que quand vous acceptez de faire un livre, vous négociez la forme du livre adaptée au fond de votre pensée. Pourquoi donc ne fait-on pas la même démarche vers la télévision? Moi, j'ai une chaîne qui est faite pour ça. Demain matin, on démarre. Et je ne suis pas le seul, à mon avis. Moi, j'en ai une aussi. D'accord. Alors, on fera les enchères peut-être après l'émission. Et on va revenir quand même à cette espèce de paroxysme tel qu'il a été montré à la télévision et le problème du temps de parole. La France en direct sur France 2 proposait le mois dernier un numéro spécial sur les grèves. Et ce soir-là, mieux valait peut-être être homme politique sur le plateau que gréviste en duplex. Regardez. Cette dame de la SNCF disait mais nous on est en grève à cause des retraites. Eh bien les retraites ne sont pas dans le plan ni de la sécurité sociale ni dans le plan de la SNCF. Il y a une commission qui vient d'être installée et qui doit donner des recommandations dans 4 mois. Comment par la grève et ensuite on engage la négociation. Ça n'est pas sérieux. Elles ne sont pas dans le plan, mais il y a une commission qui va s'en occuper. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de toute évidence une entreprise de manipulation de tout cela, de mélange savant entre l'université, les cheminots, la RATP, le régime de sécurité sociale, le pays s'arrête et personne ne comprend pourquoi. Alors, Madame Dumont, vous pouvez réagir et après je vais demander à Bernard Kouchner et à Nicole Borvo leur avis. Madame Dumont, je vous appelle Madame Dumont parce que je n'ai pas retenu votre nom. C'est Pascal. Non mais là je suis un petit peu scandalisée. Il n'y a pas que les retraites qui font qu'on est ici en grève. Il y a tout un contrat de plan sur l'avenir de la SNCF. Parlons du contrat de plan. On va en parler, Madame. Mais oui, monsieur, justement, parlez-en. Merci, Madame. Bernard Kouchner. Alors, prise de parole volée, parole reprise. Oui, bon, ça c'est un exemple, je reconnais limite, c'est un exemple limite, mais qui est, comme toutes les limites, enfin, il fait voir de manière plus nette des choses qui sont toujours présentes. La manière de dire merci, quand on dit je vous remercie, c'est peut-être je suis reconnaissant, ça veut dire aussi je vous congédie. Bon, alors il y a des questions de ton, or il y a un nombre considérable de je vous remercie qui sont des coupures. Ça arrivera à la fin de l'émission, je préviens déjà. Dans des entretiens, par exemple dans le travail d'enquête sociologique, nous utilisons ce que la sociologie nous a appris sur
la communication interpersonnelle. On sait très bien que quelqu'un à qui on fait une tête butée, qui ne suscite aucune réaction, s'exprime mal. Si on fait des signes de tête, si on fait oui, oui, haha, etc., on facilite la communication. Ce sont des choses complètement imperceptibles que l'émetteur et le récepteur ne perçoivent pas et qui pourtant ont un effet considérable. Bon, il y a une foule de choses de ce type. Enfin, par exemple, il y a une manière de dire oui. Je ne sais pas si c'est, je crois que c'est plutôt vous. J'avais été frappé. Il y avait des oui, des ouais, comme ça, qui sont ouais, allez, terminé, allez, passons vite à la suite. Bon, donc, des choses absolument infraconscientes, mais qui sont très puissantes, donc, qui agissent sur le locuteur qui se sent pressé de partir. Vous ne pensez pas que le téléspectateur les perçoit? Bien sûr, bien sûr. Alors justement, c'est là que je voulais dire, je veux inquiéter aussi, parce que mon but n'est pas simplement de leur dire des choses désagréables, c'est aussi d'inquiéter. J'ai fait des expériences, pas systématiques malheureusement, mais je compte le faire un jour, sur la perception que les spectateurs ordinaires ont de ce qui se passe à la télévision. Parce que un des présupposés des présentateurs, c'est qu'ils parlent toujours au nom de tout le monde. Ce sont les questions que tout le monde se pose. Pardonnez-moi, mais non, attendez, je finis, mais c'est un détail. La chose importante, c'est que les gens de base ont des instruments dans la vie ordinaire pour décoder la sémiologie, les petits signes infinitésimaux du type ouais, etc. Or ça, ils le voient très bien et ils sont très lucides. Ça, je pense que si tous les gens qui apparaissent à la télé, présentateurs, mais aussi étaient conscients du degré auquel ils sont transparents, percés à jour dans leurs intentions, leurs sourires, etc., parfois ils se tireraient les fesses. Et ça, moi, je souhaiterais élever un peu cette conscience. Je remarque que sur le plateau, plus personne n'ose hocher la tête. Non, parce que de peur d'être... Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est qu'on a peur de manger votre temps. Mais puisque vous nous y incitez... De peur d'être décrypté. Alors, parmi ces petits gestes qui, effectivement, fugaces, mais s'inscrivent quand même dans la mémoire des téléspectateurs, deux séquences que vous avez encore choisies et qui sont extraites de La Marche du siècle. Quelqu'un qui demande la parole. L'ensemble des syndicats sont même plutôt demandeurs, d'ailleurs, d'avoir une perspective à moyen terme pour l'entreprise. La démarche qui avait été confiée à M. Matteoli nous a amené à constater qu'effectivement... Il faut que la Société nationale de chemin de fer français soit mise en concurrence sur ce système commun à tout le monde. Alors, qui veut prendre la parole? Monsieur Deleu, Monsieur Perben et messieurs, Monsieur Thibault et Monsieur Gaillard. Monsieur Touré, je vous laisse libre. Monsieur Perben. Alors ça, c'est vrai que ce genre de petits, je ne sais pas si vous les voyez quand vous êtes sur le plateau, quelqu'un qui vous demande la parole comme ça, mais quand le réalisateur les montre, c'est ravageur, parce qu'on a l'impression de... Quand le réalisateur montre quoi? Le Bernard Thibault, le syndicaliste de la CGT, au moment où il demande la parole. Attendez, vous n'y êtes pas du tout. Premièrement, j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne que personne n'a gravie. Ce que vous voyez là est le résultat de probablement de plusieurs heures de conversation avec chacun des invités. Ça rentre sur un ordinateur, ça donne lieu à une vingtaine de pages, on appelle ça une pré-enquête, à partir de quoi nous savons ce que veulent dire, ce qu'on a dans la tête, ce qu'ils pensent. Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'interroger quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il pense. C'est quand même la moindre des choses. Sinon, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est du canoë-kayak, de la pensée qu'on ne connaît pas, ça ne peut pas aller. Ensuite, ils viennent en plateau. Les règles sont connues. C'est-à-dire que chacun prend la parole quand il le veut. Ce qu'ils connaissent aussi, c'est la structure de l'émission. Je dis, en gros, il y a, dans ce cas précis, 2 parties. Et à l'intérieur de ça, ils ont des conducteurs sous le nez pour la plupart, ceux qui le veulent. Il y a un reportage là, un reportage là. Le tout fait 1h03. Trouvez-moi un lieu de libre parole aussi long. C'est long, 1h03 d'une certaine manière. Et là, nous touchons un deuxième type de problème que M. Bourdieu a esquissé tout à l'heure. Il y a ceux qui ont une très grande habitude du plateau. Quand je dis, vous l'avez entendu dans ce document, bon, il y a 4 personnes qui veulent parler. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Prenez la parole, vous êtes libre. Chacun comme il l'entend. Il se passe quelque chose de très précis. Monsieur Thibault, qui est relativement nouveau dans la représentation syndicale. Juste derrière, vous donnez un nom quand même. Hein. Vous dites vous êtes libre, mais Monsieur Perben. Non, parce qu'il s'avance. Parce qu'il a déjà commencé à parler. C'est la prime à l'expérience. Laissez-moi expliquer ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes encore ici entre gens qui connaissent trop bien la télé pour qu'on aille. Et on va négliger ce qu'a dit Monsieur Bourdieu tout à l'heure. La plupart des personnes qui sont là connaissent la télé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la parole en cours d'exposition quand on va leur dire c'est à votre tour. Monsieur Thibault, qui est tout neuf à la télévision, et qui est un homme très intéressant, d'abord parce que sa parole est neuve, deuxièmement parce qu'il est, du point de vue de l'intelligence, très intéressant, m'a-t-il semblé, dans toute cette affaire. Il est tout neuf, alors il demande gentiment, puis comme quelqu'un parle, eh ben il se tait, il attend. Vous savez qui ça gêne le plus, ça? C'est moi. Je suis obligé de le supplier par geste et parfois par parole, qu'il prenne son tour de parole. Vous l'ignorez tous, cette chose. C'est très important.
Pierre Très Bourdieu. important. Nous sommes dépendants, je dirais, de la disponibilité physique de notre interlocuteur. Il joue sa partie. Vous ne pouvez pas faire autrement. Non, mais là, vous illustrez parfaitement une des choses que je voulais faire remarquer. Il est vrai que dans cette émission, tout compte fait, Thibault a parlé 5 minutes en tout. Bon, alors qu'il était dans une conjoncture de cas. Si, c'est vérifié. Dans une Vous conjoncture, l'avez minuté, je l'ai pas. absolument. Dans une Le conjoncture, temps de moyenne pour chaque personne était de 8 minutes, oui, en effet. mais il a été au-dessous de la moyenne. Alors, en dessous de la moyenne. que les raisons que vous avez invoquées, je les connais je les invoque mieux pas, que je les personne. décris. La probabilité Je de les parler... décris, monsieur Bourdieu. Mais parce qu'on Nous arrive... comprenons bien, je n'invoque pas, tout à je fait. décris. Non, je comprends. Non, j'ai pas du tout. Le moment où vous n'avez aucune implication. On a un plateau. Les gens sont apparemment égaux. Vous avez, on viendra avant, vous avez M. Perfit, académicien. Qui a très peu parlé. Oui, mais dans des conditions parfaites. Pas du tout. Et c'est lui qui a pas fermé... du tout. Je pense que son temps de parole est d'environ 3 minutes. Bon, enfin, bon. Regardez. Cela dit, je repose la question. C'est comme ça, d'ailleurs. C'est son fait, c'est son choix. Qu'avait-il à dire sur la question? Enfin bon, ça c'est une chose très spéciale, mais enfin je pense que ça pose problème. Enfin bon, est-ce qu'on aurait pensé à lui spontanément pour parler de la... Bon, nous y avons pensé spontanément. C'est un détail. Oui. Alors donc... C'est étrange votre observation. Non, la chose qui me paraît importante, c'est que il y a une inégalité de fait entre les gens qui sont sur le plateau. Alors le fait de les traiter formellement comme égaux, le fait de dire bon, vous êtes pas, et surtout de faire la stratégie du laisser faire. Alors, je ne voulais pas vous le dire, mais maintenant je peux vous le dire. Là, vous laissez faire chaque fois que vous, on pourrait dire, c'est pas faites semblant, chaque fois que vous offrez la parole aux syndicalistes, et lorsque vous voulez la donner à un autre, vous nommez l'interlocuteur. Alors ça, vous pouvez vérifier. Je vous prends en flagrant délit. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Bourdieu. Encore une fois, on est entre gens fondamentalement respectables. Me semble-t-il, en ce qui me concerne, c'est le sentiment que je vous porte. Je ne peux pas vous laisser dire une inexactitude. C'est vrai. Remontons, si vous le voulez, le passage que nous venons de voir. Et je dis, qui veut prendre la parole? Monsieur Perben, monsieur X, monsieur Y, monsieur Lefaux et monsieur Thibault. Ils étaient 4. Non, je ne laisse pas dire d'inexactitude. Il y a plusieurs occurrences. Ils étaient 4, monsieur Bourdieu. Vous ne pouvez pas dire que lorsque je ne peux pas laisser dire que je fais... On va vous départager. On va repasser. On repasse. Alors, qui veut prendre la parole? Monsieur Deleu, monsieur Perben et messieurs. Monsieur Thibault et monsieur Gaillard. Allez, monsieur Touré, je vous laisse libre. Monsieur Perben. Alors là, non, c'est le problème des extraits. Alors mais vous réécoutez, et vous verrez que après tout écouter. Non, mais je sais. Laissez-moi dire, c'est très important. On peut repasser la marche du siècle. Il me semble que ça s'impose sur la 5. Parce qu'il y a vous menez l'émission avec une main de fer, tout le monde l'a remarqué, c'est votre métier, et puis soudain vous jouez le laisser-faire. Et c'est au moment où le temps est venu finalement pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de la parole, mais c'est pas seulement ça. Bon, alors ça c'est une chose extrêmement importante. Non, je ne. Permettez-moi de dire, il y a d'autres situations de parole. Il y a d'autres situations de parole que je connais très bien, qui sont tout à fait analogues. Par certains côtés, la télévision n'est que la limite particulièrement difficile de situations de parole publique. Oui, tout à fait. Or, dans ces situations, vous avez fait assez de meetings dans votre vie, de réunions publiques pour le savoir. Alors, là, vous avez 4 interlocuteurs qui se présentent. Qu'est-ce que vous faites? Vous les choisissez? Au nom de quoi? 4 personnes veulent prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. Non, attendez. Vous voyez, c'est impossible de faire une démonstration. Bon, vous illustrez parfaitement. En fait, je ne sais pas avec moi, monsieur Bourdieu. Vous devriez vous reproduisez ce que non, vous cette faites avec technique a beaucoup le servi, CGT. mais à la télé, ça ne marche pas. Alors, donc, venez à LCI. Laissez la marche du siècle. Venez à LCI. Donc, il y a sur le plateau des gens qui ont des aptitudes inégales à prendre la parole, des probabilités inégales de prendre la parole. Tout à fait vrai. Si on veut être égal, il faut être inégal. Il faut soutenir. Bon, alors, par exemple, on sait que, laissez-moi dire, la probabilité qu'une femme, dès que la situation est publique, dès qu'une femme la probabilité qu'une femme prenne la parole est beaucoup moins grande qu'un homme. La probabilité qu'un bonhomme peut cultiver est beaucoup moins grande que celle de l'homme cultivé, etc. Alors, le laisser faire, oui, la probabilité que les gens prennent la parole en situation de livre... Mais attendez, vous n'avez pas compris du tout comment ça mais fonctionne. Si, c'est un peu ce que non, je ne peux pas laisser dire ces choses. Pas du tout. Quand vous disiez, Thibault demandait la parole. Oui, tout à fait. Et mon rôle, il est de les y aider pour essayer de leur proposer, de leur offrir, et je n'y arrive pas forcément tout le temps, une égalité. De fait, c'est le fait. Nous qui sommes à gauche, ça c'est vite dit. C'est vite dit, d'autant plus que je vous ai une position symbolique importante dans cette affaire. Parce que vous n'avez pas l'habitude de la télévision. Et que vous préférez le silence plutôt qu'une situation inconfortable. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, alors là aussi... oui, non, mais c'est vrai. Non, vous dites des choses inexactes, monsieur Bourdieu. On a bien compris ce que tous les deux vouliez dire sur ce sujet précis. Je crois qu'il y a encore un autre extrait que vous avez choisi. Alors, monsieur Thibault, qui tout à l'heure demandait la parole à la fin de la marche du siècle, il l'a eu pour conclure, comme tous les intervenants, et sa conclusion vous a particulièrement intéressé aussi. Que dit-on à propos des conflits? Je pense au transport parce que c'est un terrain que je connais plus particulièrement. À la télévision, au journal, on annonce qu'il va y avoir grève. Pourquoi on annonce qu'il va y avoir grève?
pour annoncer le trafic probable qu'il va y avoir. Jamais on n'explique pourquoi il y a conflit, les raisons du conflit, qu'est-ce qui est en jeu. Et après on annonce la fin de la grève, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne sait qu'il y a eu conflit, il y a eu perturbation dans le trafic, mais personne, on n'a pas d'occasion d'expliquer les raisons du conflit, de donner la parole à des gens qui contestent. Oui, alors ça c'est une conclusion qui... Oui, alors bon, on revient à une chose tout à fait fondamentale, je crois qu'il y a un malentendu. Quand je dis probabilité d'avoir la parole, je ne dis pas que c'est la probabilité dans laquelle vous intervenez pour quelque chose. C'est en situation de laisser faire, d'absence de présentateur. Bon, il y a des gens qui ont moins de chances de prendre la parole que d'autres. D'accord. Et sur le fond de ce que dit là Bernard Thibault... Et mon rôle, monsieur Bourdieu, vous avez raison, et mon rôle est des aider. Voilà. Et cette émission s'est un peu spécialisée. Oui, mais il y a des tout à fait naturel. Dans lesquelles... Alors parfois c'est plus bruyant et ça marche moins bien. Il y a des conjonctures dans lesquelles on laisse faire. Alors le résultat, c'est que le discours produit est le produit de forces sociales, donc qui dépassent les uns et les autres, et qui vont grosso modo dans le sens du conformisme, de l'ordre établi, etc. Et finalement, le sens, ce que dit cet homme, c'est que le sens de la grève, tout le monde s'en fout. Ne pas se poser la question du sens d'une conduite, c'est la rendre absurde. Et je pense donc que par le simple fait de présenter les choses dans certaines conditions, on les rend absurdes et on prend position, tout en ayant les apparences de l'objectivité, de la neutralité. Il y a un petit geste fugace de Guillaume Durand qui va parler. Il y a une chose, d'abord, comment dirais-je, la revendication de plus de tact pour les gens qui ont la responsabilité dans une antenne de traiter de choses qui sont du domaine de la souffrance, elle me paraît tout à fait justifiée. Point numéro 1. Deuxièmement, le fait que les gens qui fassent de la télévision ne peuvent pas jouer à l'objectivité à partir du moment où ils se passent leur journée, quand ils sont des journalistes dits entre guillemets responsables avec des ministres, avec le pouvoir, et faire croire qu'ils ont la même relation avec les ministres qu'avec des gens qui découvrent une fois tous les 6 mois ou tous les 15 ans quand il y a une grève, c'est aussi une illusion et un mensonge, et je suis le premier à dire qu'effectivement on a plutôt tendance à découvrir les grèves quand elles arrivent et à voir les ministres pratiquement tous les jours. Donc il y a des moments où il faut être honnête et il faut le dire. La seule chose que je ne vois pas avec tellement bien monsieur Bourdieu, c'est que la méthode, qui est celle du sociologue, c'est par définition pas la méthode de la télévision, puisque ce n'est pas par définition le même métier. Bon, la parole du syndicaliste. Je comprends bien que vous, et c'est pas du tout une attaque ad hominem, mais je veux dire, vous avez dit, vous, moi je suis de leur côté. C'est votre honneur, c'est l'exemple de votre vie, etc. Mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est la science, ça ne veut pas dire pour ça que c'est la vérité. Je veux dire que, je résume simplement, et c'est une question que je vous pose. La méthode du sociologue et la parole du syndicaliste ne sont pas forcément par rapport à l'attitude de Cavada ou la parole d'un ministre, la vérité. La preuve, c'est que vous avez, avec toute la science, vous avez choisi votre camp, qui est celui des syndicalistes contre les ministres. Donc on ne peut pas dire que ça, c'est l'analyse et la science. C'est un point de vue. Oui, on peut dire ça. Je pourrais dire les bras m'en tombent. Bon, parce que c'est une question. Mais oui, bon. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir avec quelle autorité on dit ce que l'on dit. Bon, alors en ce moment, par exemple, je parle dans une situation très très confuse. Et on rejoindrait le problème des titres. Vous avez dit pour me présenter sociologue, professeur au Collège de France, etc. Ça veut dire une parole autorisée, garantie par l'État. Hein. Bon, donc c'est quelqu'un qui va parler sur le monde social avec une certaine autorité. Bon, ce qui conduirait d'ailleurs à s'interroger sur les titres que vous accolez souvent au nom, quand vous voyez sous certains noms économistes. Alors, on va les passer à l'antenne pendant qu'on parle, là, puisque vous avez aussi, vous avez aussi. Est-ce que vous pourriez me répondre? Oui, mais je vais répondre. Et après, je vous promets que je vais répondre. Alors, les titres, voilà, vous parliez tout à l'heure des titres. C'est vrai qu'on donne, quand quelqu'un passe à une émission de télé, voilà, Guy Sormand, économiste. C'est vrai qu'il est économiste, hein, Pierre Bourdieu. Ah oui, terriblement. Non? Ah oui, absolument, absolument. Tout le monde en est d'accord. Le problème est le même que pour Minck. Dans une émission, on l'appelle sociologue, dans une autre, on l'appelle essayiste. Je crois que c'est chez vous. Oui, on l'a au magasin. Voilà. Alors, Alain Minck, chez Guillaume Durand, est économiste. Et il était venu à Arrêt sur Image quelque temps auparavant. Et chez nous, oui, il avait été essayiste. Alors là, ça vous paraît aussi abusif? Non, je pense que il y a deux choses. Il y a d'une part la qualité du qualitatif. Bon, on peut discuter, c'est pas tellement discutable, mais on peut discuter apparemment. Quand on veut ignorer les différences, on peut les ignorer. Et je pense très souvent les journalistes ont intérêt au relativisme, parce que ça leur permet de discuter avec des fausses valeurs en croyant qu'ils discutent avec des vraies. C'est plus facile. Bon, ça c'est un point. Mais la deuxième chose, c'est que un titre peut en cacher un autre. Quand vous dites Monsieur Perfit économiste, vous cachez. Monsieur
Minck. Non, pardon, Monsieur Perfit, économiste. Monsieur Minck, économiste, et Monsieur Perfit, écrivain. Écrivain, vous cachez qu'il était éditorialiste du Figaro, qu'il est au RPA, etc. Si, de fait. Bon, vous savez, il y a peu de Français qui ne savent pas qu'Alain Perfit a été ministre du général de Gaulle. On ne dit rien. On le dit, c'est une évidence. Oui, quand vous dites Monsieur Sormand, économiste, vous conseiller cachez de Matignon. De Matignon. Et on le dit dans l'émission, Monsieur Bourdieu. Mais pourquoi pas le mettre? Pourquoi pas l'indiquer en dessous? Oh ben, je l'aurais volontiers indiqué. D'ailleurs, je remets par-dessus. On ne s'est jamais caché dessus. Je comprends très bien que ça puisse, comment dirais-je, quand on vient du monde universitaire, que l'à peu près de la télévision, son côté instantané, son imperfection irrite et provoque une allergie. Enfin, ce que dit Pierre Bourdieu, c'est plus, c'est pas de l'à peu près, c'est faux. Si ça pouvait être lui qui le disait plutôt que vous, ça m'arrangerait. Je comprends que vous soyez plutôt du côté de Pierre Bourdieu, du côté de TF1, mais si vous voulez, on peut quand même essayer de réfléchir ensemble. Vous pensez toujours en camp. Non, une question me passionne et vous voulez pas m'y répondre. Mais si, je veux répondre. La responsabilité de la télévision, tout le monde en est d'accord. Bon, par exemple, modestement dans cette émission, on a voulu demander à un certain nombre de gens qu'on pourrait qualifier globalement, bien que ce soit réducteur, d'intellectuels et donner leur point de vue sur ce. Mais mon désarroi est profond parce que finalement, vous... Non, alors la question, pardonnez, la question que vous voulez poser à Pierre pour une fois, là, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est ça. Il m'arrive déjà souvent des choses intéressantes, mais je veux arriver. Le problème numéro un, c'est que vous-même, j'allais dire, dans le monde que vous représentez, vous êtes très ambigu. Minck a appelé à voter pour Jospin. Vous probablement aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non mais d'autres, je veux dire, Tourelle, et ils ne sont pas du tout sur les mêmes positions. Tout ça est extrêmement complexe. Comment voulez-vous que la télévision, par quelle mystérieuse rédemption la télévision pourrait-elle, comment dirais-je, livrer cette complexité? Elle est imparfaite, la télévision. Comment dit à la télé? Quelle est la question? Et justement, c'est la question que je lui pose. C'est que je ne comprends pas comment vous pouvez découvrir, après donc une expérience de professorat que tout le monde connaît, les imperfections de l'image, et en ne remettant pas en cause ce qui peut exister aussi, qui sont les imperfections de l'écrit, ou au contraire, des engagements politiques qui déguisent une certaine forme de science. Vous êtes engagé politiquement autour des grévistes. Bon, alors là, pour vous répondre, il faudrait 2 heures. Bon. J'adorerais. Oui, je suis désolé. Je le dis sans arrogance. Et je pense que c'est une question, je vais dire sincèrement, tellement naïve, qu'elle est fondamentale, et que donc il faut. C'est la question de savoir qu'est-ce que l'intellectuel, qu'est-ce que Zola, qui, grand écrivain, descend dans la rue. Il faut prendre position. Ça pourrait se résumer à une question. Quand je vais à la gare de Lyon, ce n'est pas avec je ne transgresse pas du tout ma compétence de sociologue, etc. Je vais, ayant une certaine autorité que j'ai acquise en faisant des travaux qui ne peuvent être discutés que sur le plan scientifique par d'autres savants, je vais prendre une position en tant que citoyen, mettant en valeur, mettant en pratique les valeurs qu'il a apprises dans son travail scientifique. Mais d'autres qui ont la même responsabilité scientifique prennent des positions qui sont inverses. C'est compliqué, justement. La même crédibilité scientifique que vous. C'est là qu'il faudrait voir dans le détail, c'est là que la démonstration serait très longue. Question très simple, puisque Alain Minck ne peut pas être économiste sans réduction, Pierre Bourdieu, arrêt sur image, qu'est-ce qu'il faudra mettre en dessous de votre nom? Rien. Rien. On a mis sociologue depuis le début de l'émission, mais ça vous paraît... Oui, sociologue, oui. Voilà. Pourquoi pas, oui. Sociologue. Alors, beaucoup de questions ont été abordées, et notamment le rapport des grévistes et des journalistes. On va voir que ce rapport n'a pas été partout mauvais. Par exemple, la France 3 Marseille, qui est une des grèves qui a duré le plus longtemps, puisque la grève des traminots de Marseille ne s'est terminée que dans les dernières semaines, les rapports ont été plutôt bons. C'est un reportage de Colombe Schneck. Les 34 jours de la grève de la Régie des transports marseillais offrent un exemple singulier des rapports qui peuvent s'instaurer entre des grévistes et des journalistes. Aux surprises de part et d'autre, on est content. Il y a eu un reportage là, sur FR3, là, très bien, qui a un peu de temps, à résumer exactement les revendications, le pourquoi par rapport au statut qui était porteur de mobilisation. Et vraiment, ça a été champion, je veux dire. Et là, on avait le sentiment, peut-être, d'être mieux perçu. Je pense que dans l'esprit des grévistes, quelque chose avait changé. Alors comment expliquer cette évolution? C'est que ça doit être la deuxième ville de France, il y a une proximité assez immédiate, avec une rédaction qui a évolué pendant plus d'1 mois. On était quasiment tous les jours ensemble. Ça nous a aidés sûrement, mais je veux dire, les gens venaient, on était devenus de véritables copains entre les uns et les autres. Avant même la grève, certains traminots s'étaient aussi formés au maniement des médias.
faisant des stages, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté. Hein. Il y en avait qui avaient peut-être moins l'habitude que certains, et on a appris et ça s'en servi aussi. Tout va-t-il pour le mieux? Non, à la mairie de Marseille, on trouve une autre explication au comportement des journalistes. Je me demande s'ils n'ont pas peur eux-mêmes de ne pas pouvoir faire leur métier, parce qu'ils sont toujours sous la pression et sur la menace d'éléments durs qui font la grève. Et comme ils sont en contact en permanence avec les élus, mais aussi avec les grévistes, les élus, ils s'expriment normalement, ils menacent pas. Certains grévistes ne se gênent pas pour menacer le caméraman, le journaliste. Et comme ils ont peur peut-être de traiter le dossier le soir, eh bien alors ils deviennent partisans, ce qui est tout à fait regrettable. Non, paradoxalement, j'ai eu le sentiment que cette fois-ci, on nous a laissé travailler, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai connu des conflits très durs avec les grèves de dockers, où des journalistes se sont fait agresser. Si donc à France 3, on se défend d'avoir subi des violences, on avoue certaines pressions. Ce mouvement devenait de plus en plus impopulaire. Alors nous-mêmes, on l'a traduit comme tel, au travers d'un micro-trottoir. Ah, ils m'ont fait faire des kilomètres, vous savez. J'ai dû même faire remplacer mes talons. Suite à ça, on nous a carrément dit, bon, on ne veut plus vous voir, on ne veut plus vous entendre. On a été critiqués, mais ça s'est arrangé, 48 heures après, c'est fini. Pour la mairie, en revanche, le contentieux a persisté jusqu'au dernier jour. J'étais très mécontent de la façon dont la fin de la grève a été traitée. Parce qu'à la fin de la grève, ça a été traité par la presse locale et reprise par la télévision nationale comme une victoire des grévistes qui n'en est aucun cas, qui n'est pas du tout le cas. Une défaite des Traminots aurait été un symbole, leur victoire en est également un. Lors de la fête que les ex-grévistes organiseront à la fin du mois, les liens ne seront pas rompus. Déjà, on a pris des contacts pour inviter toute la presse. 15 secondes pour conclure sur ce que vous venez de voir, c'est trop court, je sais. Bon, simplement une chose, je pense que c'est ça sans agressivité, tous les univers sociaux impliquent de l'inconscience. Je pense que simplement le monde des journalistes, qui implique beaucoup d'inconscience, fait peser sur l'inconscience sur les autres. C'est un médium très puissant. Et au fond, ce que je voudrais prêcher, c'est le travail de lucidité. Et qui ne peut se faire, me semble-t-il, qu'en collaboration dans la discussion entre des professionnels de l'analyse et des professionnels de la pratique médiatique. Pensez que tous les ponts ne doivent pas être rompus quand même? Ah non, je pense qu'il faut qu'il y ait des débats, là, mais pas nécessairement à la télévision. Merci beaucoup en tout cas de votre visite. Vous voyez, je vous le dis finalement. Jean-Marie Gavada, merci également. Et vous inviterez prochainement sans doute Pierre Bourdieu pour une prochaine marche du siècle. Ça, vous avez des choses à nous dire oui, apparemment. tout à fait. À moins que ce soit sur LCI avec Guillaume Durand, allez savoir. Je serais aussi ravi. Puis-je prendre, Pascal, 5 secondes des 15 que vous ne m'avez pas offertes, mais que Daniel avait annoncé, pour dire que la télévision est un grand moment de transformation de ses rapports avec le pays, et que si les intellectuels sérieux, ceux qui on peut parler, et qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, voulaient aider à engager des modifications de forme, eh bien, en effet, ça ferait sans doute progresser la télévision. La pire des choses est de rester naturellement dans son cabinet. Merci à tous. Arrêt sur image reviendra samedi prochain, 18h sur la 5e, avec le journaliste Daniel Schneiderman. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Thank you.